très différents, je pense. Il y en a qui sont déjà très impliqués dans des appels d'offres de l'ADEME qui ont été financés régulièrement, puis d'autres qui le sont moins. Donc je pense que d'avoir ce panorama-là, et puis la façon dont vous vous projetez à l'avenir, pour moi en tout cas, c'était très instructif. Et le fait qu'on puisse travailler justement à construire, nous on appelle ça des projets exploratoires, mais qui permettent ensuite d'être prêts à faire du travail plus systémique, c'est important. On a un peu plus d'un quart d'heure pour des questions, des échanges. Donc, allez-y. Si je laisse réfléchir un peu les gens, je vais commencer, puis comme ça, je te redonne la parole après, Rémi. Moi, j'avais 3 questions qui peuvent te paraître naïves, peut-être parce que finalement, je ne connais pas si bien que ça l'ADEME. La première, c'est, je vois que vous développez pas mal d'outils opérationnels, en fait, à destination des porteurs d'enjeux. Je me demandais dans quelle mesure vous avez essayé de mesurer ou de suivre l'impact, ou en tout cas l'utilisation de ces outils-là par ces porteurs d'enjeux. Parce que souvent, le risque qu'on fait, c'est qu'on le fait, et puis après, on l'oublie dans un tiroir, il n'est pas maintenu, il n'est pas réutilisé, ou on ne le trouve plus sur le site Internet. Bon, c'est ma première question. La deuxième, c'est la question des données. Vous produisez quand même des rapports sur lesquels nous on s'appuie aussi assez souvent, sur lesquels vous avez pas mal de données. Je me demandais, est-ce que vous avez en tant qu'ADEME, est-ce que vous avez une responsabilité sur la collecte, l'analyse de données, les synthèses de données? Je pense que oui, mais ça m'intéresserait d'en entendre un petit peu parler. Et puis, je peux aller continuer. Juste une dernière question, parce que vous avez alors je ne sais pas si on appelle ça des délégations, des antennes régionales, et du coup, comment elles s'emparent, ou pas d'ailleurs, de ces résultats de recherche dans leurs interactions avec les acteurs territoriaux qu'elles appuient? Merci. Peut-être je vais commencer par les données, parce que la première question et la deuxième, pour moi, la dernière sont un peu liées. Sur les données, en fait, on a eu des obligations à un moment donné, et on en a moins en moins. Il y a 2 choses qu'on fait, c'est autour des déchets. Donc là, on est en fait, on a un observatoire qui est dédié sur les déchets qui s'appelle Sinoé. Et en fait, là, vous trouvez ça, il y a un site, etc. Donc il y a toute une activité pour mettre à disposition ces données de manière plus ou moins agrégée, etc., etc. On finance aussi sur les données énergie des observatoires territoriaux de l'énergie. On n'a pas d'obligation là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous semble important. Après, on a différents travaux qui amènent à récupérer de la donnée, mais on n'a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation c'est parce que juste on trouve ça intéressant et important. À un moment donné, on était par exemple sur le diagnostic de performance énergétique. Bon, c'est nous qui pilotons les travaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on fait aujourd'hui dans la dynamique de République numérique, etc., c'est qu'a priori, toutes ces données-là, vous les retrouvez sur datagouv.fr, ou en tout cas, dans Datagouv, vous pouvez retrouver où se trouvent les sources de données et y accéder. Voilà. Donc après, si vous êtes intéressé par connaître tout ce qu'on a, je peux vous récupérer la liste de tous les observatoires. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé de rationaliser. On faisait beaucoup ça avant, et on a eu, en termes de moyens humains, moins de possibilités. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de rationaliser. Mais tout ce qu'on a, on essaye de le mettre à disposition. Après, sur les outils, je pense qu'on a 2, et ça fait partie, c'est un enjeu en fait, c'est une bonne question, et c'est un enjeu de notre nouvelle stratégie, sur lequel je n'ai pas insisté, mais sur lequel je peux revenir. Et typiquement, ce que je vous présentais, les projets par exemple de Modéval urbain, c'est un point qui nous interroge, c'est-à-dire qu'on a certains... donc on met en place des outils pour accompagner les collectivités. Donc j'ai parlé par exemple de l'AEU, donc qui n'existe plus, mais ça, c'est des outils qu'on a pu mettre en place en se basant et en les développant, en s'appuyant sur des travaux de recherche. Mais effectivement, il y a un certain nombre de projets de recherche qu'on finance qui génèrent des outils, des méthodes, etc., pour lesquels on n'assure pas forcément très bien un suivi. Donc nous, et c'est un des enjeux de la future stratégie, c'est vraiment de mieux travailler à capitaliser sur les différents projets de recherche que l'on finance pour fournir des outils, des méthodes, des recommandations.
Donc c'est quelque chose là qu'on va mettre en place. Alors on ne peut pas le faire sur toutes les thématiques parce que c'est ingérable. On a des thématiques d'ailleurs, non vous ne les avez pas là mais je peux y revenir. En tout cas vous avez la modalité, hein, on a appelé ça des programmes d'action de recherche concertée. En fait on veut créer des programmes donc, qui vont être complètement transverses hein, aux priorités de recherche. Où en fait là c'est vraiment l'idée de travailler donc à la fois à mobiliser les porteurs d'enjeux, les parties prenantes dans les territoires pour faire remonter leurs besoins et leurs enjeux, le traduire en questions de recherche, et puis pouvoir travailler aussi avec ces porteurs d'enjeux et puis les équipes de recherche que l'on finance déjà ou que l'on financerait de manière un peu collective, en co-construction, pour voir comment on peut peut-être rapprocher des projets entre eux et arriver peut-être à concevoir des outils, des méthodes, des recommandations qui vont être utiles aux porteurs d'enjeux. Et ça, c'est quelque chose, objectivement, qu'on fait très très mal aujourd'hui. Et donc, on voudrait se concentrer là-dessus. Et je finis là-dessus sur 4 sujets. Sur la question des impacts. Et sur la question des impacts, en fait, c'est quelque chose qu'on a voulu accompagner dans la précédente stratégie. Et quand je dis les impacts, c'est tous les impacts. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir, c'est un peu... c'est très ambitieux, mais on voudrait pouvoir à un moment donné fournir à un acteur ou à une collectivité un outil ou des outils qui lui permettent de prendre une décision en pouvant évaluer tous les impacts, c'est-à-dire les impacts environnementaux, sanitaires et socio-économiques. Et en fait, on a plein de projets qui portent sur les impacts environnementaux, on a beaucoup de projets qui croisent impacts sanitaires et environnementaux, on a un certain nombre de projets qui sont sur les impacts socio-économiques, mais on n'a pas ce croisement-là, ou en tout cas on ne réussit pas à le faire. Donc il y a vraiment cet enjeu-là autour des impacts. On a un enjeu, je l'ai un peu évoqué, autour des questions de gouvernance, et notamment autour des questions de gouvernance au sein des collectivités, parce qu'on voit que c'est sur le terrain, et ce qui nous remonte pour le coup là des directions régionales, c'est que ça reste aujourd'hui, c'est un vrai frein. Donc là, ça va beaucoup mobiliser sans doute les sciences humaines et sociales, hein, de vraiment se réinterroger sur comment on peut faire évoluer les choses pour que les gouvernances ne soient plus un frein à la transition écologique et de pouvoir faire des recommandations sur ce point-là. Un autre programme que l'on veut porter, c'est autour des dynamiques sociales et économiques territoriales. Et là, l'idée, c'est de dire, enfin, on le voit et on l'accompagne, donc ça répond aussi à ta première question. Hein. Typiquement, aujourd'hui, on a mis en place un programme qu'on déploie dans les directions régionales autour de l'économie de la fonctionnalité. Donc en fait concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est parti du postulat de se dire l'économie de la fonctionnalité c'est un nouveau modèle économique qui devrait être favorable à la transition écologique et donc on va accompagner concrètement sur le terrain des projets et donc là on accompagne en fait des entreprises, hein, parfois des consortiums d'entreprises et de collectivités dans des projets d'économie de la fonctionnalité. Donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est je caricature, hein, mais c'est d'avoir plus une approche servicielle qu'une approche produit. Et du coup, ça, en fait, quand on a lancé ce travail-là, on s'est dit, mais ça, il faut qu'on porte un regard réflexif là-dessus, parce que si ça se trouve, c'est pas bénéfique pour la transition écologique. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de se dire, sur la bioéconomie, on parle de, enfin, ça a été bien dit ce matin, on parle de biodéchets, de bioproduits. Est-ce que les gens ils savent ce que c'est la différence entre produits biosourciers, bioproduits, etc. Certainement pas. Et surtout, c'est pas parce qu'il y a du bio que c'est forcément favorable. Et donc là, sur l'économie de la fonctionnalité, on s'est dit, il faut qu'on porte un regard réflexif. Donc on a créé un comité scientifique pour travailler sur justement quelle méthode mettre en place pour être sûr que ces projets soient au-delà d'une approche d'économie de la fonctionnalité, soient vraiment coopératifs et puis quel impact ça va avoir à terme. Et du coup, on va greffer là-dessus ce programme dont je vous parlais, donc dynamique économique, sociale et économique territoriale, en se disant on a eu cette opportunité parce que il y avait beaucoup de choses dans les territoires sur l'économie de la fonctionnalité, mais il y a d'autres nouveaux modèles économiques qui émergent, souvent autour de l'ESS. Il faut qu'on regarde ça de plus près et qu'on puisse accompagner avec un regard réflexif de recherche ces dynamiques-là pour se dire à quel moment, effectivement, c'est vraiment pertinent dans une approche de transition écologique. Et enfin, le dernier programme, c'est un programme à nouveau assez ambitieux, où on veut vraiment croiser, et ça rebondit avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les questions d'aménagement et de planification. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas nous, sur toutes les ressources et toutes les matières. Je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils
dans les directions régionales qui sont déployés auprès des collectivités pour travailler sur un projet d'aménagement. Et puis, on les accompagne, alors ce n'est pas forcément directement nous, mais on les fait travailler sur les plans climat-énergie territoriaux. Et en fait, ça, ce n'est pas combiné. Donc en fait, il n'y a pas une réflexion, on n'a pas d'outil, de méthode globale de, voilà, je suis dans un territoire donné et je veux repenser mon aménagement et ma planification à court, moyen et long terme en tenant compte de l'ensemble des ressources et de l'ensemble des flux de mon territoire. Voilà donc les 4 grandes thématiques. Et du coup, pour vraiment répondre concrètement, il y a certains projets de recherche qui ont permis d'alimenter des outils et des modalités d'engagement de l'ADEME sur le terrain dans les directions régionales. Et il y en a d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et là-dessus, on n'est pas bon et c'est ça qu'on voudrait vraiment arriver à repenser. Et si je prends un exemple concret, on accompagne notamment les collectivités avec des labels, c'est-à-dire qu'on leur propose, alors ça s'est fait sur les questions de l'énergie, ça s'appelle le label Citergie, et puis on avait un label autour de l'économie circulaire, où en fait là, on fournissait des outils pour que les collectivités se posent la question de la planification énergétique ou de la gestion des déchets. Et puis, si elles rentraient dans une dynamique, on a un label avec certains niveaux et puis qui donne lieu au départ à un certain nombre de financements. En fait, ces 2 labels, on s'est dit, et c'est récent, en fait, ça date de l'an dernier, on ne peut pas aborder les questions de gestion des déchets et de l'énergie de manière indépendante, donc on va les fusionner. Donc, on a créé un nouvel outil qui s'appelle Territoire engagé transition écologique. Et donc là, typiquement, cet outil, il se met en place. Il n'a pas du tout utilisé, à mon sens, ou en tout cas, j'en ai pas connaissance des résultats de recherche. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de le déployer, qu'ils rencontrent déjà des difficultés, des freins. Et donc, on est en train d'échanger là avec les directions régionales parce qu'on enquête et toutes les questions, tout ce qui vont nous remonter comme difficultés, on va les porter dans le programme d'action de recherche concertée gouvernance dont je parlais, pour pouvoir les accompagner. Et donc là, notre objectif, c'est vraiment directement du coup vraiment de se retourner vers les actions opérationnelles de l'agence pour les faire évoluer au regard du regard réflexif que nous aura apporté la recherche. Je suis désolée, je suis un peu longue. Mais... Bonjour. En fait, je me faisais la réflexion que pour mesurer des impacts de changement à cette échelle-là, ça va probablement prendre du temps pour que ces changements se mettent en place. Et en tout cas, moi je travaille un peu avec des démarches participatives et on sait que c'est difficile d'évaluer l'impact de ces démarches-là sur le temps du projet. Il faudrait pouvoir revenir a posteriori et voir quels changements ont été amenés dans les acteurs, comment les acteurs ont interagi entre eux, voilà. Et finalement, vous avez parlé à un moment d'un problème de temps long avec les gouvernants, et voilà, j'ai du mal à voir comment on peut concilier les deux, quoi. Et ça revient un petit peu à la question de l'impact posée par Sophie tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'on arrive à avoir une idée réellement de l'impact des outils, des démarches qui sont développées dans les projets de recherche ou pas? Comment vous prenez ça en compte? L'histoire là du temps long, du temps court, je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder. Je ne dis pas qu'on trouvera la solution, mais en tout cas, c'est clairement un frein qui est identifié. Après, voir les retombées dans la durée, ça, on est complètement d'accord. C'est pour ça que du coup, la nouvelle stratégie, là, on l'a affichée sur 2021-2027. Et l'idée, c'est que les programmes, en tout cas les 4 programmes dont je vous ai parlé, ils soient vraiment inscrits à minima dans cette durée-là. On sait bien qu'on ne va pas... on ne sait pas en 2027 qu'on pourra avoir un regard tout à fait clair sur qu'est-ce qu'on a réussi à faire ou pas faire et faire évoluer avec les projets de recherche qu'on va avoir accompagnés ou qu'on a déjà accompagnés pour lesquels on va essayer peut-être de reprendre les résultats et de voir comment on peut aller plus loin. Donc ça, c'est pour répondre sur la notion de temps long. Alors, je ne dis pas que je suis sereine sur le fait que cette stratégie, je vais l'étendre à 2035. Mais on voit bien qu'en tout cas, il faut s'inscrire sur ce temps long. On en est tout à fait persuadé. Et on le sait bien. Nous, on accompagne là, depuis 4 ans, 5 ans des démarches de recherche participative. Et on voit bien qu'effectivement, c'est un temps qui est extrêmement long. Voilà. Et c'est pour ça que ça nous importe. Et je vous ai présenté les appels à projets. Souvent, on en est à la 4e, voire 5e édition.
Ça nous importe vraiment de rester dans quelque chose qu'on accompagne dans la durée, parce qu'on voit bien que on est sur du temps long. Alors c'est un peu paradoxal avec les enjeux qu'on a entendus ce matin, je sais, de se dire en fait on n'a plus le temps et maintenant on nous dit c'est dans les 3 ans qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, voilà, il y a un moment donné, de toute façon, s'il faut repenser complètement un certain nombre de choses, des modèles économiques, voire des modes de gouvernance, on sait bien que c'est pas quelque chose qui va se faire en 3 ans, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais... Jean-Philippe Steyer, merci de l'exposé. Et je voulais prolonger, parce que j'avais la même question que Rémi, et je voulais la prolonger aussi parce que l'interdisciplinaire, c'est du temps long, le transdisciplinaire, c'est du temps très long. Vous avez parlé, je crois que c'est dans Graines, où il y avait 93 projets et 5 qui étaient sur les 3 axes. Et est-ce que vous savez quels étaient les drivers, les éléments mis en avant par ces projets? Est-ce que c'était par les porteurs d'enjeux qui voulaient avoir des solutions, ou est-ce que c'était le résultat de... Enfin, voilà, qu'est-ce qui a fait Alors, en fait, donc, on n'a pas encore regardé. Ces projets, ils sont en évaluation encore. Donc là, le comité de sélection, il a lieu 3e semaine de juin. Et je pense que du coup, on regardera précisément ceux qui sont retenus. Mais peut-être pour rebondir là-dessus, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu pouvoir mieux accompagner. Et dans tous nos appels à projets, j'ai en tête un appel à projet énergie durable où on a aussi un axe très systémique. Et en fait, c'est là qu'on a le moins de projets déposés. Donc, à nouveau, et ça rebondit sur ce que vous dites, c'est-à-dire que, nous, la manière dont on l'interprète, c'est que en fait, c'est plus compliqué à monter. C'est pas forcément aussi motivant. Alors, c'est des retours qu'on a beaucoup autour de la recherche participative. C'est qu'en plus, comme souvent, c'est en lien avec des porteurs d'enjeux et que c'est très transdisciplinaire, pour les chercheurs, en termes de valorisation derrière de publications, c'est pas évident non plus. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a à l'esprit. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas à l'ADEME, à part porter le message régulièrement aux messeries et qui dit que c'est très très bien tout ce qu'on fait, mais je pense qu'ils ne font pas forcément le lien, je suis désolée de le dire comme ça. Mais voilà, donc je pense qu'il y a de ça en fait derrière la difficulté qu'on a à aller chercher ces projets avec ces approches plus systémiques. Et c'est pour ça qu'on se dit finalement cette dynamique d'approche d'accompagnement de ce qu'on a appelé de projet en émergence dans l'appel à projet CO3. En tout cas dans les parcs, on se dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on arrive à créer du dialogue et surtout que si on voit des choses qui émergent dans le dialogue entre porteurs d'enjeux et équipes de recherche, on accompagne ça, on le finance et puis on fasse en sorte qu'il y ait le temps, de donner du temps, de donner de l'argent. On n'aura pas la réponse sur les publications et ça, je pense que c'est aussi que ça doit évoluer dans les écosystèmes de recherche sur ce sujet-là, quoi, clairement. Ok, on retient l'idée qu'il faut aussi réformer le système d'évaluation de la recherche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de questions? Ah bon. Merci à vous.